À la carte, aujourd'hui, ces chefs qui verdissent leurs pratiques pour s'inscrire dans une gastronomie durable. Ces engagements ne sont pas nouveaux, mais la crise semble avoir renforcé la démarche. C'est ce que nous allons découvrir cette semaine en compagnie de mes deux invités. Une chef, Alessandra Montagne. Bonjour Alessandra. Bonjour. Vous êtes à la tête du restaurant Nosso, c'est à Paris dans le 13e arrondissement, pas très loin de la bibliothèque François Mitterrand. Vous êtes une chef engagée. Nous allons revenir sur votre parcours, votre histoire personnelle entre le Brésil et la France, le Brésil où vous êtes né, mais aussi sur votre démarche, une démarche très engagée. De l'autre côté de la table, Célia Tinck. Bonjour Célia. Vous êtes secrétaire générale du Collège culinaire de France. C'est un collectif qui est né il y a une dizaine d'années sous l'impulsion, en tout cas l'initiative d'une petite poignée de chefs étoilés. Aujourd'hui, il rassemble près de 2000 restaurateurs. Plus de 1000 artisans dits de qualité. La qualité, ça passe aussi par la responsabilité, Célia Tinck. Oui, Fanny, évidemment, ça passe par la responsabilité. Une responsabilité, effectivement, envers... on parle effectivement au Collège culinaire de France, il y a des producteurs, il y a des restaurateurs. Là, votre sujet, c'est sur la restauration de qualité. Donc, un restaurant engagé, responsable, c'est quelqu'un qui est responsable à la fois de faire plaisir à ses clients, mais aussi de leur donner des choses qui soient bonnes pour la santé, mais aussi de travailler dans une démarche finalement qui soit aussi bonne pour l'environnement, respectueuse de l'environnement, respectueuse du client et respectueuse aussi de ses collaborateurs, puisqu'un restaurant, c'est pas juste un chef, c'est un chef, des gens en cuisine à côté du chef et des collaborateurs en salle. Donc c'est quelque chose qui doit être respectueux de l'environnement, de la santé de ses clients, du bonheur du client et puis de ses collaborateurs. Vous allez à la rencontre de ces chefs à travers la France assez régulièrement. C'est un prérequis, cette responsabilité, pour appartenir au collectif du Collège culinaire de France ? Oui, bien sûr. Au Collège culinaire de France, on n'est pas un label avec des grilles de critères parce qu'on est sur la promotion de la diversité. C'est-à-dire qu'une démarche responsable, il n'y a pas une façon de la faire. Il y a autant de démarches responsables qu'il y a de restaurants ou même un producteur qui travaillait de façon responsable. Il y a énormément de façons de le faire. Par contre, effectivement, il y a des prérequis. C'est ce que je vous parlais, de faire des choses qui soient bonnes pour la santé, bonnes pour l'environnement, d'être dans la réflexion systématique d'amélioration continue de ces démarches, de toujours se poser la question de comment on peut faire mieux. Je ne sais pas, un restaurateur, c'est comment on peut faire plus de saison, plus local sans être des ayatollahs du locavore, mais de connaître le producteur avec lequel on travaille, parce que finalement, pour faire moins de gaspillage, quand on connaît son producteur, on n'a pas envie de jeter la carotte ou le poireau d'Éric, de Hélène, etc., parce qu'on connaît la personne. Et donc, je pense que c'est des personnes qui systématiquement s'interrogent pour comment faire pour qu'il y ait moins de déchets, moins de plastique, une carte plus courte, une carte de saison, expliquer en salle aux gens justement la démarche pour sensibiliser aussi le client à cette démarche et que la personne, elle comprenne. Et puis, je trouve que le restaurateur, il a un peu ce rôle, même s'il n'a pas besoin d'être donneur de leçons, de prescripteur de bonnes pratiques. Justement, j'allais vous poser cette question. Est-ce que les chefs sont des leaders d'opinion en la matière ? Oui, je trouve ça fort. Je ne pense pas que ce soit pour ça qu'ils fassent ce métier-là et chaque personne a un rôle, mais je pense qu'aujourd'hui, un restaurateur, c'est quelqu'un qui a ce rôle, qui est reconnu non seulement pour ses qualités de cuisinier, de cuisine, mais aussi parce qu'on sait qu'il est dans une démarche engagée et qui peut, s'il explique correctement sa démarche à ses clients, avoir ce rôle prescripteur justement de mieux acheter, de mieux consommer. Et cette démarche finalement de mieux acheter, mieux consommer, c'est ce qu'elle a été renforcée par la crise. Est-ce que c'est une demande des consommateurs ? On sait qu'ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les circuits courts notamment, à mener une réflexion sur le contenu de leur assiette. Est-ce que la crise effectivement a donné plus d'ampleur à cette démarche ? Je crois qu'il y avait déjà une tendance qui a été renforcée et accélérée par la crise. Une tendance de fond qui a été accélérée et renforcée pendant la crise. On a fait un sondage en février dernier, donc février 2021, donc toujours pendant cette période de crise. Et par exemple, sur la façon et les motivations des clients à choisir un restaurant, 94%, c'est énorme, des personnes interrogées, il y en a eu 2000, je crois, des personnes interrogées, disaient que justement, ils cherchaient des cartes avec des produits de saison. Voilà, et des produits de producteurs, c'est-à-dire identifiés, sourcés. Donc je pense que 94%, c'est énorme comme chiffre, et donc je pense que c'est une vraie tendance de fond qui se confirme, à la fois dans la façon dont les clients consomment chez eux, mais aussi quand ils vont au restaurant, où il y a de plus en plus les gens ne trouvent pas ça cohérent de voir des produits hors saison, des cartes trop longues, voilà.
Donc une sensibilisation. J'aimerais qu'on regarde un extrait. Je recevais la semaine dernière Guylaine Arabian, chef doublement étoilé, chef du restaurant Les Petites Sorcières dans le 14e. Regardez ce qu'elle disait sur la question. Et moi, de toute façon, je ne mange pratiquement que des légumes. Donc, j'ai toujours mis énormément de légumes dans mes plats, depuis le début, toujours. Et j'ai des maraîchers. Moi, je fais que chez les maraîchers. C'est votre démarche responsable à vous? C'est ma démarche, je l'estime pas responsable, je l'estime normale. J'ai toujours eu des maraîchers. Quand j'étais dans le Nord, j'allais chez les maraîchers. Et ici, à Paris, j'en ai 2. Et j'achète que chez eux. Alessandra Montagne, vous proposez une cuisine de saison, locale. Est-ce que, comme Guylaine Arabian, vous estimez que finalement, quelque part, c'est une évidence? Oui, ça a toujours été une évidence pour moi de travailler avec des personnes qui sont juste à côté, qui font un travail de qualité et de passion, qui aiment ce qu'ils font et qui, au final, ressemblent à ma démarche à moi. Donc, depuis l'ouverture de mon premier restaurant, il y a déjà quelques années, je cherchais toujours à travailler avec des producteurs, avec des personnes, avoir en face de moi une personne qui a travaillé, qui a cultivé sa terre, qui aime son produit et qui me le donne avec beaucoup d'affection et beaucoup d'attention. Et comment chez vous est né cet attachement justement à travailler avec des personnes que vous pouvez voir et qui sont proches de vous? J'ai grandi au Brésil dans un petit village et donc mes grands-parents, ils étaient aussi agriculteurs. On avait tout à la maison. On avait le volaille, le cochon, les légumes, on plantait l'haricot, le café, etc. Et cette manière, j'ai grandi en fait au milieu d'une ferme avec nos propres produits. Et en arrivant en France, je me suis rendu compte que la plupart des personnes mangeaient mal au final parce qu'il n'y avait pas cette conscientisation de ce qui était dans l'assiette au départ. Quand je suis arrivée, je vais à l'époque, mes amis de mon âge mangeaient sans problème des fraises en décembre. Et de petit à petit, je me suis dit non, mais je veux pas faire comme ça. Et j'ai commencé à militer déjà dans mon milieu d'amitié et à la maison à une façon de manger qui était correcte ou qui était normale en fait. Parce que c'est ça la normalité, c'est manger de saison, c'est manger, c'est le producteur, c'est de payer le prix juste. Aussi, la juste rémunération des producteurs. C'est ça, parce que si on ne paye pas le prix juste, ce qui va se passer, c'est que l'industrie agroalimentaire va faire de plus en plus de dégâts. Ils vont les faire planter des monoproduits en très grande quantité et jusqu'où on n'aura plus le choix. Aujourd'hui, on a encore le choix de dire non, on veut faire comme ça, on veut manger de saison, on veut manger de qualité, on veut acheter au prix juste, on veut faire vivre des personnes qui sont là, juste à côté de nous, on veut participer à l'économie locale. On a encore le choix. Et c'est un pouvoir que nous avons en tant que consommateurs de le faire. Et aujourd'hui, sur la carte que vous proposez, est-ce que vous avez éliminé certains produits? Est-ce que vous avez réfléchi à votre rapport à la viande? Est-ce qu'il y en a moins dans l'assiette? On sait que la viande a souvent, sociologiquement, avait une place de choix. C'était aussi un signe distinctif presque de richesse. C'est aussi des leviers sur lesquels vous avez travaillé aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, il y a ce levier-là d'avoir moins de viande, par exemple une viande, un poisson et un légume. Avoir toujours 2 options complètement végétariennes à la carte, ça c'est hyper important. Et aussi le zéro gaspillage, ça c'est un levier économique qui est très très important et écologiquement aussi nécessaire aujourd'hui de penser à ne pas jeter, à ne rien jeter. Alors justement, comment vous faites concrètement? Alors en fait, il n'y a pas de poubelle. C'est le moyen que j'ai trouvé parce que avant de mon petit restaurant, on était 4 entre salle et la cuisine, donc on n'était vraiment pas nombreux. Aujourd'hui, nous sommes 11. Donc ça change tout. Je ne peux pas être derrière chaque personne. Même s'ils ont tous la conscience qu'il ne faut pas le faire, tout le monde est très éveillé sur le non-gaspillage. Ils amènent même de chez eux les épluchures du week-end pour mettre dans le compost. Je me suis dit, voilà, aujourd'hui, nous n'avons plus de poubelle. On a un compost dans la cuisine, à la place de la poubelle. On a forcément toujours des déchets qu'on a besoin de jeter voilà. à un Donc, moment. à côté de la plonge, juste à côté, il y a une poubelle. Un petit lieu poubelle. Un petit lieu qui, au final, pour un restaurant de 50 places assises, représente comme la poubelle de la maison. En fait, la même taille de sac, c'est tout petit. Donc, on jette vraiment, vraiment ce qu'on n'a pas le choix.
Donc, le fait de ne pas avoir de poubelle, ça mène aussi à la réflexion. Bon, j'ai un verre de poireau, qu'est-ce que je vais faire avec? Normalement, les gens le jettent. Ah, j'ai une carcasse de volaille. Bon, on essaye de réutiliser finalement le produit de A à Z. Hein, c'est ça, on réutilise entièrement pour en profiter et en tirer tous les bénéfices. Exactement. Même le marc de café, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, une partie, on met à la poubelle, mais une autre partie, on va pouvoir... Le pain qui reste, on ne va pas jeter, on va le sécher, on transforme en farine, on refait du pain avec, on refait un gâteau, un crumble. Ça demande beaucoup de réflexion aussi, de trouver effectivement d'autres utilisations à ces potentiels déchets. C'est trop facile de détruire. Aujourd'hui, nous n'avons... Enfin, on n'a plus cette marge, en fait. J'estime qu'écologiquement, nos anciens ont fait beaucoup de choses. Ils n'ont pas amené cette réflexion. Il y avait aussi beaucoup de bon sens à cette époque. C'est ça. Il y avait une partie de bon sens, mais là, en fait, le monde a grandi trop vite. On a pollué trop vite en très peu de temps. Et aujourd'hui, rien qu'en France, le gaspillage alimentaire représente 16 milliards. Dont un quart de ces 16 milliards vient de la restauration. Mais donc, la restauration, c'est Liatin, que vous n'allez pas dire le contraire, c'est quand même assez compliqué à maîtriser. Je pense notamment à la difficulté d'évaluer le nombre de repas à servir, a priori. L'appétit du client, hein. Effectivement, on a des assiettes qui reviennent à moitié pleines en cuisine. Comment on peut remédier à ça ? Mais encore une fois, je pense que dans la réflexion, des gens comme Alessandra qui sont sur cette réflexion ont aussi réfléchi la taille des assiettes. Je pense que les assiettes qu'on a vues pendant des époques énormes... Très généreuses. Ça ne se fait pas, il y a plein de petits moyens. Moi, je sais que on a chez nos restaurateurs des gens qui vont vous mettre l'accompagnement à côté, mais en petite quantité, en vous disant, mais si vous en voulez, redemandez. C'est de la générosité aussi. Il faut s'adapter aux clients et il y a plein de méthodes. Il y a le doggy bag notamment, qui est on peut ramener obligatoire depuis... Et de plus en plus, les restaurateurs, pendant la crise, ont appris justement à faire du à emporter, à livrer, donc ont maintenant les contenants pour le faire, mais il y a aussi plein de petites méthodes. Moi j'aime beaucoup quand on m'apporte très peu d'accompagnement, mais en me disant si tu en veux, je vais t'en redonner, c'est quelque chose qui est possible. Je pense que c'est très important de faire ça, et effectivement, enfin, au-delà de l'impact écologique de la démarche, même pour les restaurateurs qui sont aussi des entrepreneurs qui ont besoin de vivre de leur métier. Enfin, c'est un coup, on avait ce restaurateur qui nous disait à l'époque, je levais mes filets, puis le poisson, je le jetais. Finalement, il s'est rendu compte qu'il restait plein de petits bouts de poisson sur sa carcasse. Qu'en la grattant, il récupérait, l'air de rien, une certaine quantité de chair. Et il y a une entrée qu'il a réussi à faire avec le produit, finalement, qu'il récupère sur la carcasse. C'est presque un coût zéro pour lui, au-delà d'être bon pour l'environnement. On est sur une télé qui s'intéresse au modèle économique aussi et aux entrepreneurs. Je pense que c'est important de le dire. C'est dans le modèle économique d'un restaurant, d'un producteur, cet anti-gaspillage a un impact. Et un impact qui est positif aussi pour le client, parce que derrière, sur les coûts, ça équilibre tout. Donc tout le monde est gagnant, l'environnement est gagnant, le restaurateur est gagnant et le client est gagnant. Vous parliez du à livrer, à emporter, qui a eu malheureusement... le vent en poupe pendant la crise. Vous avez livré, vous, pendant la crise ? Non, je fais à emporter. À emporter. Il y a la question, forcément, des emballages. Comment on peut, justement, éviter de cumuler, de tomber dans ces matières C'était très compliqué. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé, on a mis un panneau et on a demandé aux clients de ramener de chez eux des contenants. Certains clients qui venaient très souvent, on leur donnait des Tupperware, des contenants qui nous ramenaient après, qui ont redonné de nouveau. Voilà. Et puis une partie, malheureusement, qui était, une partie qui était en papier, mais il y a toujours le couvercle qui est en plastique. Mais j'ai pas trouvé la solution. J'ai pas réussi à trouver la solution parce que tout a été allé très vite. Du jour au lendemain, il fallait se mettre à faire de l'emporter. Il fallait apprendre à faire de la cuisine emportée. Moi, par exemple, je ne savais pas faire du pain. Oui, ça demande effectivement de revoir ces recettes aussi. Je ne savais pas faire des sandwichs. Donc, il fallait se réadapter une cuisine, une équipe, et repenser aux choses. Et en même temps, repenser comment on fait écologiquement pour ne pas gaspiller, pour ne pas faire du plastique. C'était assez dur. C'était une époque compliquée, qui n'est pas finie. Célia Tinck, finalement, aujourd'hui, à quel repère le client peut-il se fier pour trouver la table qui soit à la fois bonne pour le goût et bonne pour la planète ? Alors déjà, je pense qu'effectivement, sans vouloir faire de la communication, mais sur le site du Collège culinaire de France, il y a quand même plus de 2000 restaurants, dont Alessandra fait partie, qui va vous lister des restaurants. Toute typologie, les restaurants ne sont pas classés. Je pense qu'on a la chance en France de pouvoir bien manger avec des gens qui sont dans la même démarche qu'Alessandra, de 10 € jusqu'à 500 € si on en a envie.
Je prends souvent l'exemple, Alessandra a une cuisine très abordable. L'Outiap, dans le 20e arrondissement, vous pouvez manger entrée plat dessert pour 17 €. Vous allez manger chez Julien Siri, qui pourtant fait de la pizza, mais il fait une pizza que avec des produits sourcés, avec une farine d'Île-de-France, avec les légumes de Sébastien Argentin, les herbes fraîches de Sébastien Argentin. Et vous pouvez manger, je crois que sa première pizza, elle est à 8 €. Donc on peut bien manger partout. Et je pense qu'au-delà du site du Collège culinaire de France, on peut retrouver toutes ces adresses de producteurs, d'artisans, de restaurants qui travaillent main dans la main dans cette démarche responsable. Il y a quand même quelques questions à se poser. Est-ce que si la carte est trop longue, est-ce qu'il y a une cohérence ? Généralement, c'est quand même déjà un peu suspect. Et en termes de gestion, même en cuisine et de stock, oui, effectivement. Vous voyez qu'il y a une seule personne en cuisine, 400 couverts et un menu long comme la Bible, effectivement, ça va être compliqué. De regarder si les produits sont de saison. En ce moment, par exemple, on est en période de la Saint-Jacques, très bien, mais au mois de juin, voir de la Saint-Jacques sur les cartes, parce que la saison, c'est pas que les légumes. Hein. Non, ce sont aussi les produits de la mer. La mer, les fromages, la viande, etc. Donc, d'être dans une cohérence de saison avec une carte très courte. Et puis, il faut poser des questions. En fait, je pense qu'il n'y a aucun... Il faut s'informer, en fait. Il faut s'intéresser, se poser des questions. Aucun label ne garantit rien. Et je pense qu'il est important de demander d'où viennent les produits, comment la personne travaille. Et même une étoile verte au guide Michelin ? C'est déjà très bien, mais je pense que tout classement, tout guide peut passer à côté. C'est très difficile de mettre les critères qui soient identiques à tout le monde. À un moment, ils avaient essayé de faire des critères sur l'accueil, la qualité, etc. Ils avaient jugé l'accueil des enfants au nombre de sièges enfants que le restaurant possédait. Et on se rend compte que c'est une aberration. Il y a des restaurants qui ont un siège enfant au cas où il y a des enfants qui viennent, mais où ils n'ont pas d'enfants qui viennent régulièrement. Donc... En tout cas, derrière l'enjeu en tout cas de l'éco-responsabilité, il y a souvent quand même une question d'image plus verte, donc plus attractive. Comment on peut se prémunir du greenwashing ? Alors déjà, je pense que les chefs qui sont dans cette démarche verte, les gens ne le font pas dans une démarche de attractivité client. Alessandra, elle porte ça, elle a ça dans le sang. Elle a toujours travaillé comme ça. Alors, c'est pas grave. Effectivement, il y a des gens qui sont leaders là-dessus. Et je pense que les restaurateurs au Collège culinaire de France, Alessandra, font partie des gens qui incarnent ça, qui vivent ça au quotidien. Et puis derrière, il y a toute une partie qui va être attirée, poussée. Tout le monde est dans la démarche plus verte. Et si ça attire, même si l'industrie se met le plus au vert, comme disait Alessandra, nous, notre combat, c'est de montrer que l'artisanat est finalement une alternative à cette industrialisation, standardisation, homogénéisation de la restauration, de la production et de l'alimentation. Maintenant que l'industrie qui nourrit quand même certaines personnes fasse mieux systématiquement, ça ne me dérange pas. Et l'impact des grosses marques américaines qui font des hamburgers, par exemple, quand ils décident de ne plus mettre de plastique dans leur menu, ben je dis chapeau parce que l'impact, il est aussi énorme. Donc, je ne recommanderais pas d'aller forcément manger dans ce genre d'endroit. On l'a bien compris. Montrer que les leaders naturels tirent vers le haut l'ensemble, c'est bien. Après, il ne faut pas tomber dans les pièges. Avant de nous quitter, Alessandra Montagne, votre restaurant s'appelle Nosso, qui veut dire nous, notre, en portugais. Le nôtre, oui. Vous mettez en valeur cette importance du collectif, que ce soit aussi bien les producteurs que le personnel, vous, bien sûr, chef de cuisine, le client également. Est-ce que le facteur humain n'est pas le parent pauvre de l'éco-responsabilité ? Le facteur humain ? Oui, facteur humain, le collectif, le lien humain, les relations que l'on a au travail ensemble. C'est hyper important. C'est hyper important parce qu'un restaurant n'existe pas sans son équipe, sans les personnes qui sont là. Moi, je mets un point d'honneur à faire en sorte que toutes les personnes puissent se sentir bien, toutes les personnes qui travaillent se sentent bien au restaurant. Donc, on a une équipe, comme je disais tout à l'heure, de 11-12 personnes et on est tous heureux de travailler ensemble. Le secteur fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Vous avez eu des soucis de départ, de personnes qui voulaient se reconvertir ou, à l'inverse, des problèmes de recrutement ? Alors, problème de recrutement, non. Et juste après la crise, après le deuxième ou le troisième confinement, enfin je ne sais plus, on a tellement, j'ai eu 2 personnes qui ont décidé de changer de secteur d'activité. Ouais, effectivement, mais ça c'était en novembre-décembre. On va attirer et retenir les talents dans un restaurant aujourd'hui. C'est quoi la solution selon vous ? En fait, l'argent ne retient plus les gens. Il n'y a plus le salaire. En fait, aujourd'hui, c'est la qualité du travail, la qualité de vie, ce qu'ils apprennent. La qualité de vie au travail. Oui, c'est la qualité, parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. On passe beaucoup de temps. Surtout dans la restauration. Surtout parce que c'est un travail manuel. On doit apprendre à faire. On doit refaire le geste parfois des centaines de fois avant de maîtriser ce geste. Et ça, on ne le fait pas en 35 heures.
on a beau dire, ça n'existe pas. D'accord, c'est un travail manuel. Un boucher, il n'apprend pas à découper une carcasse entière de A à Z et à prendre chaque partie de son bœuf s'il ne l'a pas fait de dizaines. Et ça, on ne le fait pas en 35 heures. Voilà, c'est comme ça, c'est pas moi qui décide. Et aujourd'hui, pour que les gens viennent dans ce métier, pour qu'ils aiment faire ça, pour qu'ils restent, il faut qu'ils aient une qualité de vie parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Merci beaucoup Alessandra Montagne. Merci. Chef du restaurant Nosso Paris dans le 13e arrondissement. Et Célia Tinck, merci à vous également, secrétaire générale du Collège culinaire de France. Nous parlions de responsabilité environnementale et donc sociale. Cette semaine, notre nouvelle recette allie les deux. Restez avec nous, nouvelle recette, c'est tout de suite.